Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis ébéniste d'art. Je passe mes journées les mains couvertes de sciure de chêne et l'odeur de la cire d'abeille imprégnée dans mes vêtements. J'habite à Saint-Malo, la ville où j'ai grandi, dans un petit appartement au-dessus de l'ancien atelier de mon grand-père. Les murs de granit suintent l'humidité et les fenêtres donnent sur une ruelle si étroite que je peux presque toucher le bâtiment d'en face en me penchant un peu. Chaque matin, à 6 heures précises, le cri des goélands me sert de réveil. Je descends les escaliers en bois qui craquent de toujours aux mêmes endroits. Dans l'atelier, je passe la main sur le rabot que mon grand-père utilisait. Le métal est froid et lisse sous mes doigts. Je ne prépare pas de café tout de suite. J'attends que la lumière du jour filtre à travers la verrière sale. C'est un rituel silencieux, juste le bruit de mes pas sur le sol en béton. Ma vie est réglée comme le mécanisme d'une vieille horloge. Je travaille le bois, je lis des livres d'histoire et le soir, je marche sur les remparts. Je connais chaque pierre, chaque fissure où le vent s'engouffre. Ma dernière petite amie, Hélène, est partie il y a 1 an. Elle a dit que je vivais déjà comme un vieil homme, que mes silences étaient trop lourds. J'ai simplement haussé les épaules et j'ai continué à poncer une commode Louis XV. La routine s'est brisée un mardi matin. Le téléphone a sonné, strident, couvrant le bruit de ma scie. J'ai décroché, une main sur l'interrupteur pour couper le moteur. C'était ma sœur, sa voix était basse. Madame Dubois, notre vieille voisine, était partie. J'ai raccroché et je suis resté immobile, la main posée sur le bois à moitié travaillé. La poussière de sciure continuait de flotter doucement dans un rayon de soleil. Tout à coup, l'atelier m'a paru immense et vide. L'enterrement a eu lieu au cimetière marin, celui qui surplombe la mer. Un crachin fin et persistant tombait, collant les cheveux au front et rendant les pierres tombales glissantes. Le vent salé portait le bruit des vagues qui se brisaient en contrebas. Je gardais les mains dans les poches de mon manteau. Le tissu épais était déjà humide. Je regardais les noms gravés, effacés par le temps et les embruns, quand je l'ai vue un peu à l'écart du petit groupe. C'était Claire. Elle portait un long manteau sombre et le vent faisait s'échapper quelques mèches de son chignon. J'ai remarqué tout de suite les fils d'argent qui se mêlaient à ses cheveux bruns près des tempes. Elle tenait un seul livre contre sa poitrine, comme une protection. Son regard noisette balayait l'horizon, et il y avait quelque chose dans sa posture, une sorte de lassitude que je ne lui connaissais pas. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs d'enfant. Après la cérémonie, nos regards se sont croisés. Elle a esquissé un petit mouvement de tête, presque hésitant. Je me suis approché, mes chaussures crissant sur le gravier mouillé. Nos salutations ont été maladroites, quelques mots sur le temps, sur la tristesse de l'événement. Ses mains sorties de ses poches étaient rouges de froid. Elle a proposé qu'on aille boire quelque chose de chaud pour se sécher un peu, et j'ai hoché la tête sans rien dire. Nous avons trouvé refuge dans un petit café près de la porte Saint-Vincent. L'endroit sentait le café fort et la cannelle. Elle a commandé un thé, et j'ai regardé ses doigts longs et fins se réchauffer autour de la tasse en porcelaine blanche. Il y avait une petite tache d'encre bleue sur son pouce droit, juste à côté de l'ongle. Elle a dû sentir mon regard, car elle a replié ses doigts sur la tasse et a regardé par la fenêtre la pluie qui striait la vitre. La conversation a commencé par des banalités. Ses recherches à l'université, mon travail à l'atelier. Elle posait des questions précises, s'intéressait aux essences de bois que j'utilisais. Puis, elle a tourné sa cuillère dans sa tasse vide, le petit bruit métallique résonnant dans le silence qui s'était installé. Elle a relevé la tête et un pli amusé s'est formé au coin de ses lèvres. Ses yeux se sont fixés sur les miens, plus directs cette fois. « Tu te souviens de ce que tu m'avais dit, un été, sur la plage ? Tu devais avoir 9 ans. » J'ai arrêté de respirer pendant 1 seconde. J'ai reposé ma propre tasse sur la soucoupe, un peu trop brusquement. Le liquide a débordé, formant une petite flaque sombre. Bien sûr que je m'en souvenais. Chaque mot. J'ai attrapé une serviette en papier pour éponger le café, juste pour occuper mes mains qui tremblaient légèrement. « Je m'en souviens », j'ai répondu, la voix plus rauque que prévu. Elle a gardé son léger sourire, mais ses yeux avaient une lueur plus douce, presque nostalgique. Elle n'a rien ajouté, laissant la mémoire de cette promesse d'enfant flotter entre nous, au milieu de l'odeur de café et du bruit de la pluie contre la vitre. C'était elle, Claire, qui avait brisé le silence le premier en se levant.
Sur le trottoir, elle a ajusté le col de son manteau. « Tu devrais me montrer ton atelier un de ces jours. Voir ce que tu fabriques avec tout ce bois. » Je n'ai fait qu'acquiescer, incapable de former une phrase complète. Alors moi, Léo, je l'ai regardé s'éloigner sous le crachin de Saint-Malo, avec cette idée de se revoir, elle, Claire, dans mon atelier. Une promesse en suspens, bien plus réelle cette fois. Cette idée qu'elle vienne à l'atelier, je l'ai tournée et retournée dans ma tête pendant 3 jours. Je passais la main sur une planche de noyer, sentant le grain sous mes doigts, et je me demandais quoi lui dire. Le jeudi, j'ai arrêté de poncer au milieu du geste. J'ai essuyé la sueur de mes mains sur mon jean, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message court, beaucoup plus court que le temps qu'il m'a fallu pour l'écrire. Juste une phrase pour lui dire que l'atelier était ouvert si elle voulait passer. Sa réponse est arrivée presque aussitôt, simple et directe. « Samedi après-midi » J'ai répondu « D'accord » et j'ai reposé le téléphone sur l'établi. En reprenant ma gouge, ma main a dérapé, creusant une entaille trop profonde dans le bois. J'ai lâché l'outil. Le bruit a résonné dans le silence. J'ai passé les 10 minutes suivantes à essayer de rattraper mon erreur, en ponçant doucement la marque que ma distraction venait de laisser, le cœur battant contre mes côtes pour une raison idiote. Le samedi matin, j'ai fait quelque chose que je ne faisais jamais. J'ai vraiment nettoyé l'atelier. Pas juste un coup de balai pour la sueur. J'ai essuyé les établis, rangé mes ciseaux à bois par taille, et j'ai même lavé la grande verrière qui me sert de toit. La lumière qui entrait ensuite était différente, plus claire. L'odeur de térébenthine et de cire d'abeille me semblait moins forte, ou peut-être que c'était juste moi qui y faisais plus attention ce jour-là. Elle est arrivée à l'heure pile. Elle portait un jean simple et un pull en laine épaisse, couleur crème. Ses cheveux étaient attachés, mais quelques mèches s'étaient déjà échappées pour encadrer son visage. En ouvrant la porte, ma main a glissé sur la poignée en laiton. Elle m'a souri, un peu hésitante, et son regard a balayé l'espace, s'arrêtant sur les outils accrochés au mur, puis sur la montagne de copeaux dans un coin. Elle a fait un pas à l'intérieur. Je lui ai fait faire le tour, ma voix un peu plus basse que d'habitude. Je lui ai montré la différence entre le chêne et le frêne, je lui ai fait sentir un morceau de cèdre. Elle écoutait attentivement, la tête légèrement penchée sur le côté. Elle a passé le bout de ses doigts sur une commode que je restaurais, suivant les courbes d'une marqueterie. Elle n'a pas dit que c'était beau, elle a juste demandé combien d'heures il fallait pour une chose pareille. Ses questions étaient précises, jamais banales. Elle voulait savoir d'où venait le bois, comment je choisissais mes outils. En se penchant pour regarder de plus près un assemblage, j'ai remarqué une petite cicatrice blanche sur le dos de sa main gauche, une ligne fine qui traversait ses jointures. J'ai détourné le regard vers une pile de planches, faisant semblant de chercher quelque chose pour lui donner une contenance, pour ne pas qu'elle me voie la regarder ainsi. Sur un coin de l'établi, il y avait de petites sculptures que je faisais avec les chutes de bois pour ne pas les jeter. Des formes simples, des animaux stylisés. J'en ai pris une sans réfléchir, un petit oiseau aux lignes très pures, et je l'ai tourné entre mes doigts. C'est juste pour m'occuper les mains, parfois, j'ai marmonné en le reposant. Elle l'a regardé une seconde, puis a hoché la tête, sans commentaire, avant de se tourner vers un vieux rabot posé sur une étagère. La conversation a glissé vers son travail. Elle m'a parlé de manuscrits du XVIIe siècle, de la façon dont l'encre ronge le papier avec le temps. Elle a ri doucement en disant qu'on avait le même métier, au fond, essayer de préserver des choses que le temps s'acharne à détruire. J'ai haussé les épaules, un peu gêné par la comparaison, et j'ai resserré une vis sur un serre-joint qui n'en avait pas besoin, juste pour le geste. Après ça, on a commencé à se voir, sans vraiment le décider. Le mardi, on se croisait au marché. Elle achetait des livres chez le bouquiniste ambulant, je prenais mes légumes. On marchait quelques mètres ensemble, parlant de la pluie ou du vent. Une fois, j'ai porté son sac rempli de livres jusqu'à sa voiture. Le tissu de la anse était usé, et j'ai senti le poids des pages contre ma jambe pendant que nous marchions en silence. Puis il y a eu les promenades sur les remparts, le soir, quand les touristes étaient repartis. Le vent marin nous giflait le visage et emmêlait ses cheveux. Un soir, son écharpe s'est envolée. J'ai tendu la main pour la rattraper, et mes doigts ont effleuré la peau de son cou, juste une fraction de seconde. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlé, et je lui ai tendu l'écharpe. Elle l'a reprise sans rien dire,
le regard fixé sur les vagues qui se brisaient en bas. Une sorte de routine s'est installée, le café du jeudi après-midi, toujours le même. On s'asseyait à la table près de la fenêtre. Je savais maintenant qu'elle prenait son thé avec juste un nuage de lait. J'ai remarqué qu'elle avait une façon de tenir sa tasse, avec les deux mains, comme pour se protéger du froid, même quand il faisait doux. Elle me parlait de ses étudiants, de la difficulté de leur transmettre la passion des vieux textes. Un jeudi, elle semblait plus fatiguée. Elle a remué son thé avec sa cuillère, longtemps après que le lait se soit mélangé. Elle a soupiré, un son à peine audible. Parfois, j'ai l'impression de passer à côté, a-t-elle dit en regardant la rue, de lire la vie des autres sans jamais vraiment écrire la mienne. Elle a aussitôt secoué la tête, comme pour chasser cette pensée, et a changé de sujet. J'ai simplement hoché la tête et bu une gorgée de mon café déjà froid. Je n'ai rien dit de réconfortant. Les mots me paraissaient toujours maladroits dans ces moments-là. Je l'ai juste laissé parler d'autre chose, d'un film qu'elle avait vu. Mais pendant qu'elle parlait, j'ai vu sa main posée sur la table, se crisper légèrement, ses ongles s'enfonçant un peu dans sa paume. J'ai fini par poser ma propre main sur la table, à quelques centimètres de la sienne, sans la toucher, un geste vide de sens, peut-être. Un soir, je l'ai raccompagnée. Les rues de la vieille ville étaient désertes. Nos pas résonnaient sur les pavés humides. Devant sa porte, un long silence s'est installé. La seule lumière venait d'un réverbère qui faisait briller les gouttes de bruine. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais au même moment une porte s'est ouverte plus loin dans la rue et une voisine est sortie. Le moment s'est brisé. Elle m'a souhaité bonne nuit et a disparu à l'intérieur. Quelques jours plus tard, je travaillais tard. La pluie battait contre la verrière, un bruit constant et apaisant. On a toqué à la porte de l'atelier. J'ai froncé les sourcils. Personne ne venait jamais ici le soir. J'ai ouvert. C'était Claire, son manteau trempé, les cheveux collés à ses joues. Elle tenait un parapluie cassé. « Il y a une coupure de courant dans tout le quartier », a-t-elle dit. « Je peux attendre ici que ça revienne. » Je me suis écarté pour la laisser entrer. Elle a secoué la tête, en voyant des gouttelettes d'eau sur le sol en béton. Je lui ai donné un chiffon propre et elle s'est essuyé le visage. Elle s'est assise sur un vieux tabouret, près de mon établi, et m'a regardé travailler. Au bout d'un moment, son regard s'est posé sur l'oiseau en bois. Elle l'a pris dans sa main. Ça faisait 2 mois qu'on se voyait ainsi, 2 mois qu'elle avait vu cet oiseau pour la première fois. En la regardant le tenir, j'ai su que le silence dans l'atelier n'était plus le même. La lumière est revenue d'un coup, crue et agressive, faisant grésiller le néon au-dessus de l'établi. Le bruit de la pluie semblait soudain lointain. Claire a sursauté. Sa main s'est ouverte et elle a reposé délicatement le petit oiseau en bois sur une pile de factures. Ses doigts ont effleuré le papier avant de se retirer. Elle a regardé l'ampoule qui clignotait, puis m'a regardé, et un silence différent s'est installé, un silence qui n'était plus dû à la panne de courant. Elle est partie quelques minutes plus tard, après des remerciements murmurés. J'ai refermé la lourde porte derrière elle et je suis resté là, dans le courant d'air froid. J'ai marché jusqu'à l'établi et j'ai pris l'oiseau. Le bois était encore tiède de sa paume. Je l'ai fait rouler entre mon pouce et mon index, sentant les arêtes polies par le temps. J'ai fini par le ranger dans le tiroir où je garde mes compas, sous une couche de feutre usé, comme pour protéger quelque chose. Nos rencontres sont devenues une habitude silencieuse. Le café du jeudi n'était plus une suggestion, c'était un fait. J'arrivais quelques minutes en avance, je prenais la table près de la fenêtre et je commandais son thé. Quand elle arrivait, elle me souriait en enlevant son manteau et le thé fumait déjà à sa place. Elle n'a jamais commenté. Elle s'asseyait simplement et posait ses mains autour de la tasse chaude comme la première fois. L'automne a laissé place à l'hiver. Le vent sur les remparts était devenu glacial, coupant. On marchait plus près l'un de l'autre, nos épaules se frôlant à chaque rafale. Un soir, pour se protéger, on s'est abrité dans l'embrasure d'une porte cochère. L'espace était étroit. Je sentais la laine de son manteau contre mon bras et une odeur discrète de papier et de vanille qui venait de ses cheveux. J'ai gardé les mains enfoncées dans mes poches pour ne pas bouger. C'est dans ces moments-là qu'elle a commencé à parler. Pas de grandes confessions, juste des fragments. Un soir, au café, elle a dessiné des spirales dans la condensation sur la vitre. Elle m'a parlé d'un homme, bien des années auparavant. Elle n'a pas donné son nom.
Elle a juste dit qu'il trouvait ses livres ennuyeux et qu'il voulait qu'elle arrête de travailler. Son doigt a continué son chemin sur la vitre jusqu'à ce que la buée disparaisse. Je n'ai rien dit. J'ai simplement poussé la petite assiette avec mon pain au chocolat vers elle. Elle a secoué la tête, puis a fini par en casser un petit bout qu'elle a mangé lentement en regardant la rue s'illuminer sous les éclairages de Noël. Mon geste était maladroit, je le savais, mais c'était tout ce que je pouvais faire. Occuper le silence avec quelque chose de simple, de réel. Quelque chose qu'on pouvait partager sans avoir besoin de mots. Une autre fois, elle m'a parlé de la pression de sa famille, de sa mère qui lui demandait encore quand elle allait à se ranger. En disant ça, elle a tiré nerveusement sur un fil qui dépassait de la manchette de son pull. J'ai vu ses jointures blanchir un instant. J'ai détourné le regard vers mes propres mains, couvertes de petites coupures et de callosités. J'ai gratté une tache de colle séchée sur mon pouce, juste pour me donner une contenance. Elle venait parfois à l'atelier, le samedi. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle s'asseyait sur le même tabouret et regardait mes mains travailler le bois. Le bruit régulier du rabot ou le crissement du papier de verre semblait l'apaiser. Un jour, elle a posé sa main sur le flanc d'une armoire que je restaurais. « C'est étrange », a-t-elle murmuré. « On dirait qu'on passe notre vie à réparer les choses que les autres ont laissées derrière eux. » J'ai arrêté mon geste, le ciseau à bois suspendu au-dessus de la pièce. J'ai regardé ses doigts fins sur le bois sombre et veiné, puis j'ai regardé son visage. Il y avait une fatigue dans ses yeux que je n'avais jamais vue aussi clairement. J'ai repris mon travail, mais mon mouvement était plus lent, plus mesuré. Le son de l'outil sur le bois était la seule réponse que je pouvais lui offrir. Une promesse silencieuse de solidité, de présence. Un dimanche après-midi, on a croisé ma sœur Jeanne au marché aux puces. Son regard a fait l'aller-retour entre Claire et moi, un pli amusé au coin des lèvres. « Tiens, tiens !» a-t-elle dit, un peu trop fort. « Toujours en train de t'occuper de mon petit frère, Claire ?» Le mot « petit » a résonné bizarrement entre les étals de vieillerie. J'ai senti mes joues chauffer et j'ai resserré ma prise sur le sac en toile que je portais. Claire a eu un sourire poli mais tendu. Elle a répondu quelque chose de vague sur le hasard des rencontres. Mais j'ai vu sa main se glisser dans la poche de son manteau et s'y crisper. Après le départ de ma sœur, un froid s'est installé entre nous, plus pénétrant que le vent qui soufflait du large. On a marché en silence pendant un long moment, chacun regardant ses pieds pour éviter le regard de l'autre. Le jeudi suivant, au café, l'ambiance était encore un peu étrange. J'avais passé 2 jours à travailler sur un petit morceau de merisier. J'en avais fait un autre oiseau, différent du premier, les ailes un peu plus ouvertes, comme s'il allait prendre son envol. Sans rien dire, je l'ai sorti de ma poche et je l'ai posé sur la table, à côté de sa tasse de thé. Je n'ai pas levé les yeux vers elle. Elle n'a rien dit. J'ai entendu le léger bruit de ses ongles quand elle l'a pris. Je l'ai senti le tourner et le retourner dans ses mains. Quand j'ai finalement osé la regarder, elle fixait l'objet avec une intensité qui m'a déstabilisé. Il y avait de l'eau au bord de ses cils. Elle a simplement hoché la tête, un mouvement presque imperceptible, et a glissé l'oiseau dans son sac, avec une sorte de soin protecteur. Ce soir-là, en rentrant, elle a marché plus près de moi que d'habitude. En traversant une ruelle sombre, sa main a cherché la mienne. Ce n'était pas un effleurement accidentel. Ses doigts se sont glissés entre les miens. Ils étaient froids. J'ai resserré ma prise. On a marché comme ça sur les 20 derniers mètres jusqu'à sa porte, sans un mot. Devant chez elle, elle a lâché ma main, a sorti ses clés et est rentrée. Les semaines qui ont suivi, une sorte de paix s'est installée. On passait parfois des soirées dans mon appartement, au-dessus de l'atelier. L'endroit était petit, toujours un peu en désordre, sentant la térébenthine et les livres. Elle s'asseyait sur le vieux canapé, un livre ouvert sur les genoux, et je lisais de mon côté, assis par terre, le dos contre un mur. Le seul bruit était celui des pages qui tournent. Un soir, elle a commencé à lire un poème à voix haute. Sa voix était douce, posée. J'ai arrêté ma propre lecture et j'ai fermé les yeux, juste pour écouter. Le radiateur en fonte faisait des petits bruits de claquements. Dehors, une sirène de bateau a retenti dans le port. Je me suis rendu compte que j'avais oublié le nom de la dernière fille que j'avais embrassée. Je n'ai même pas eu à faire d'efforts. Le souvenir était juste. Parti. J'ai rouvert les yeux. Elle avait arrêté de lire et me regardait.
Le petit oiseau en merisier était posé sur la table basse, à côté d'une pile de livres. La lumière de la lampe faisait briller les fils d'argent dans ses cheveux. J'ai vu une petite tache d'encre sur son index, et j'ai pensé que c'était le plus beau détail du monde. Je n'ai rien dit. J'ai juste soutenu son regard, une seconde de trop, peut-être. Cela faisait maintenant 4 mois. 4 mois de thé, de promenade, de silence partagé. On avait construit quelque chose sans jamais lui donner de nom. Une cabane fragile pour nous abriter du vent. On n'avait jamais parlé d'avenir, ni même du lendemain. On se contentait d'être là, l'un pour l'autre, dans le moment présent. C'était simple. Et c'était plus que tout ce que j'avais connu. Elle a fermé son livre, le bruit sourd du carton contre le papier. « Je dois aller à Rennes demain pour la journée », a-t-elle dit, pour un séminaire à la fac. J'ai hoché la tête, mon pouce suivant la reliure de mon propre livre. « Tu veux que je t'accompagne à la gare le matin ?» Elle m'a souri, un vrai sourire cette fois, qui a atteint ses yeux. « J'aimerais bien. Le train est à 7 heures. » Le matin de son départ, je l'ai accompagnée à la gare. Le quai était presque désert, balayé par un vent glacial. La vapeur de nos souffles se mêlait dans l'air gris. Elle a rajusté son écharpe, ses doigts un peu rouges de froid. Quand le sifflement du train a retenti, nos regards se sont accrochés une seconde de plus que nécessaire. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé monter dans le wagon, et je suis resté là jusqu'à ce que le dernier feu rouge disparaisse dans la brume matinale. En revenant de la gare, les rues me semblaient plus larges, plus vides. L'odeur du café qui s'échappait des bistrots ne me réconfortait pas comme d'habitude. Dans l'après-midi, j'ai envoyé un message simple, juste pour demander si son voyage s'était bien passé. D'habitude, elle répondait vite. Cette fois, j'ai poncé un panneau de chaîne pendant 1 heure entière, mon téléphone posé en évidence sur l'établi, silencieux. Sa réponse est tombée le soir, une seule phrase. « Oui, bien passé. Journée chargée. » Le jeudi est arrivé, puis passé. Je suis allé au café, par habitude. J'ai pris notre table près de la fenêtre. J'ai commandé mon café, mais pas son thé. La chaise en face de moi est restée vide. J'ai regardé les gens passer sous la pluie. J'ai remué mon sucre jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous, et je suis parti en laissant une pièce sur la table, à côté de ma tasse à moitié vide. Le silence qu'elle avait laissé derrière elle était plus bruyant que le moteur de mes machines. Les jours suivants, je me suis noyé dans le travail, de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Je cherchais l'épuisement physique pour ne plus avoir la force de penser. Mais mes mains étaient devenues maladroites. En taillant une mortaise, mon ciseau à bois a dérapé, creusant une entaille profonde et irréparable dans un pied de table en merisier. J'ai regardé le bois abîmé, la cicatrice que je venais de créer. J'ai lâché l'outil et j'ai passé ma main sur mon visage, sentant la sueur et la sueur. Le soir, au lieu de lire, je nettoyais mes outils avec une attention maniaque. Je les alignais par taille sur l'établi. C'est là que j'ai vu le premier oiseau en bois, celui que je gardais comme modèle. Je l'ai pris dans ma main, le bois lisse et usé par mes propres doigts. Je l'ai fait tourner et retourner. Le poids de cet objet minuscule me semblait soudain immense. Il représentait une promesse que je ne comprenais plus. Je l'ai reposé délicatement, comme s'il pouvait se briser. Ma sœur a appelé le samedi matin. Sa voix était trop enjouée. Alors, Claire est revenue de son séminaire ? Vous allez enfin arrêter de vous tourner autour ? J'ai senti une colère froide monter en moi. Je me suis tourné, faisant face au mur de pierre de l'atelier. J'ai marmonné que je n'en savais rien et que j'étais occupé. Avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, j'ai appuyé sur le bouton rouge de mon téléphone et je l'ai laissé tomber sur une pile de chiffons. Une semaine entière est passée. Un soir, je suis retourné sur les remparts, seul. Le vent était plus mordant, il sifflait dans les pierres. Je me suis arrêté à l'endroit où son écharpe s'était envolée. J'ai vu un couple, abrité du vent, qui riait en se tenant serré. J'ai détourné les yeux vers la mer grise et agitée, et j'ai enfoncé mes mains plus profondément dans les poches de mon manteau. Le froid n'était plus seulement à l'extérieur, il s'était glissé sous ma peau. Ce silence, je ne le supportais plus. Ce n'était pas de la colère, c'était autre chose, un vide qui rongeait tout. Il pesait sur mes épaules quand je me levais. Il s'asseyait en face de moi quand je mangeais. J'ai compris que je ne pouvais pas simplement attendre que ça passe, que ça s'efface. J'ai posé mon rabot au milieu d'un geste,
J'ai essuyé la sueur sur mon jean, j'ai enfilé mon vieux manteau par-dessus mon bleu de travail et j'ai éteint la lumière de l'atelier. Dehors, une brume épaisse était tombée sur la ville, une brume de mer qui avalait les bruits et les contours. Les lumières des réverbères n'étaient plus que des halos diffus. Mes pas résonnaient sourdement sur les pavés humides. Je n'avais pas de plan, pas de phrase préparée. Je savais juste que je devais marcher. Je me suis dirigé vers la vieille ville, vers les rues étroites qu'elle habitait, mon cœur battant un rythme lourd et régulier contre mes côtes. J'ai laissé mes pieds me guider à travers le labyrinthe de ruelles silencieuses. Je me suis retrouvé sur cette petite place tranquille près des remparts, celle avec le vieux banc en pierre. Et elle était là, assise seule sous la lumière diffuse d'un lampadaire, la tête baissée, les épaules légèrement voûtées. L'humidité de la brume perlait sur son manteau sombre. Je me suis arrêté à l'entrée de la place, une main posée contre le granit froid d'un mur pour me stabiliser. J'ai fait les quelques pas qui me séparèrent du banc. Le bruit de mes semelles sur les pavés mouillés semblait assourdi par la brume. Je me suis assis à côté d'elle en silence. La pierre était glaciale, même à travers mon jean. Elle n'a pas bougé, elle est restée la tête baissée, les mains jointes sur ses genoux. J'ai posé mes propres mains sur mes cuisses, les doigts écartés, pour m'empêcher de faire un geste maladroit et de la faire sursauter. Le silence s'est étiré, lourd et humide. Une goutte de condensation a glissé le long d'une branche de platane au-dessus de nous et s'est écrasée sur le sol dans un petit bruit sec. Je ne la regardais pas directement, mais je pouvais voir, dans mon champ de vision, ses doigts qui se crispaient et se décrispaient sur le tissu de son manteau. Je me suis concentré sur ma respiration, essayant de la rendre lente et régulière, pour ne pas qu'elle entende le battement de mon cœur. C'est sa voix qui a rompu le silence, un murmure à peine audible. « Je suis désolé. » Elle a avalé sa salive, le son semblant anormalement fort. Tout ça, ça m'a fait peur. Elle a tiré sur la manche de son pull, un geste nerveux qui a découvert son poignet fin pendant une seconde avant qu'elle ne le recouvre aussitôt. Elle n'a pas ajouté d'explication, laissant ces quelques mots flotter entre nous dans le brouillard épais qui nous entourait. J'ai attendu un instant pour être sûr qu'elle avait terminé. Puis, j'ai tourné la tête lentement vers elle, sentant les muscles de mon cou se tendre un peu. Mes yeux se sont habitués à la pénombre pour distinguer les traits de son visage. J'ai gardé ma voix aussi neutre que possible, sans reproche, juste une simple demande d'information. « Qu'est-ce qui t'a fait peur ?» Le son de ma propre voix m'a paru étranger, comme s'il venait de quelqu'un d'autre. Elle a finalement relevé la tête. Ses yeux brillaient sous la lumière diffuse du lampadaire. Un sourire triste a étiré le coin de ses lèvres. Elle a pris une inspiration, un souffle tremblant qui a formé un petit nuage de buée. « Tu m'avais promis de m'attendre quand on était enfant. » À peine la phrase prononcée, son regard est retombé sur ses mains, comme si elle venait de confier un secret trop lourd à porter. Elle a frotté son pouce contre son index. Cette phrase d'enfant, dite avec sa voix de femme, a suspendu le temps. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé droit devant moi, le halo jaune du réverbère qui se battait contre la brume blanche. J'ai inspiré profondément, l'air froid et salin piquant mes poumons. Je sentais le granit du banc sous mes doigts, la réalité de ce moment. La promesse d'un garçon de 9 ans venait de me rattraper dans une ruelle silencieuse de Saint-Malo. J'ai tourné à nouveau mon visage vers elle. Cette fois, mon regard était direct, sans aucune hésitation. Je ne cherchais pas à la rassurer ou à la défier, juste à lui montrer que j'étais là, que j'écoutais, que chaque mot comptait. J'ai laissé un court silence s'installer avant de parler, pour que ma question ait tout son poids. Ma voix était basse mais ferme. « Ça tient toujours ?» J'ai maintenu son regard, attendant sa réponse sans ciller. Un son de corne de brume a résonné au loin, étouffé, venant du port. Elle a eu un léger frisson, qui n'était pas seulement dû au froid. Elle a secoué la tête, un mouvement presque imperceptible, comme pour chasser une pensée absurde. Sa voix était à peine plus qu'un souffle quand elle a répondu, les yeux fuyant les miens pour se poser sur les pavés. « Tu n'étais qu'un enfant. » Elle a resserré son manteau autour d'elle, se créant une barrière fragile. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas détourné le regard. J'ai laissé sa phrase s'éteindre dans le silence. Mon regard est resté ancré dans le sien, ou du moins là où il se trouvait avant qu'elle ne le baisse. Je voulais qu'elle sente ma présence,
ma certitude. Je n'allais pas la laisser se réfugier derrière le passé, derrière les années. J'ai posé la question suivante, la plus simple, la plus importante. Chaque syllabe était claire. Et maintenant, elle n'a pas répondu. Son souffle s'est bloqué une seconde. Elle a lentement relevé la tête, mais son regard n'a pas croisé le mien. Il s'est posé sur mes mains, celles qui étaient posées sur mes genoux. Des mains d'ébéniste, avec des callosités sur les paumes et de fines cicatrices blanches sur les jointures. Des mains qui savaient attendre, qui savaient réparer. Elle a fixé mes mains pendant un temps qui m'a semblé une éternité, comme si elle y lisait une réponse. Puis, très lentement, elle a bougé. Sa main gauche a quitté son genou. Elle l'a avancé dans l'espace froid qui nous séparait. Ses doigts ont hésité un instant, à quelques millimètres des miens. Puis, ils ont touché le dos de ma main. Le contact était glacial, presque un choc. Sa main a glissé sur la mienne, sa paume se posant contre mes jointures, un geste silencieux qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. C'était une reddition et une acceptation. J'ai retourné ma main sous la sienne et j'ai glissé mes doigts entre les siens. Sa prise s'est resserrée. On est resté comme ça, immobile, juste le bruit de nos respirations qui se mêlait dans l'air brumeux. La chaleur de ma main commençait à réchauffer la sienne. Le froid du banc, l'humidité de l'air, le poids des années, tout semblait s'effacer. Il ne restait que ce contact, simple et solide, entre nous deux. Un point d'ancrage dans le brouillard. Après un long moment, j'ai bougé le premier. Je me suis levé, sans lâcher sa main. L'attraction a été douce, une simple invitation. Elle s'est levée à son tour, sans résistance, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. On s'est fait face sur la petite place déserte. Dans la lumière jaune du lampadaire, j'ai vu une larme tracer un chemin silencieux sur sa joue. Je n'ai pas tendu la main pour l'essuyer. Je l'ai juste regardé. J'ai fait un pas, l'entraînant avec moi. On a quitté le banc de pierre et on s'est engagé dans une ruelle pavée. Nos pas étaient le seul bruit, un rythme double et régulier qui s'éloignait dans la nuit. Main dans la main, on a disparu dans le brouillard, laissant la place vide derrière nous. Le silence qui nous accompagnait n'était plus un poids. C'était une page blanche. Ce n'était pas un grand discours, pas une promesse éternelle. C'était juste deux mains qui se tenaient. Et pour l'instant, ça suffisait. 3 mois ont passé depuis cette nuit dans la brume. Nos matins commencent de la même façon. Je me réveille avant elle, le cri des goélands toujours en guise de réveil. Je ne bouge pas tout de suite. Je la regarde dormir, son visage détendu, une mèche de cheveux argentés sur l'oreiller. Ses lunettes de lecture sont posées sur une pile de livres à côté du lit. Je me lève sans faire de bruit et descends préparer le café. L'odeur monte jusqu'à la chambre et j'entends le bruit d'une page qui se tourne. Dans l'atelier, une chaise en paille a trouvé sa place dans un coin près du poêle à bois. C'est sa chaise. Parfois, elle descend avec un livre et s'installe là pour me regarder travailler. Le bruit de mes outils ne la dérange pas. Je passe le rabot sur une planche de chêne et dans mon champ de vision, je la vois, la tête penchée, un stylo entre les lèvres. J'arrête mon geste une seconde, juste pour graver l'image. Puis je reprends. Le rythme de mon travail changé par sa présence. Nos promenades sur les remparts sont différentes. Le vent souffle toujours aussi fort, mais nous marchons plus près. Ma main trouve la sienne dans la poche de son manteau, nos doigts s'entremêlent naturellement. On ne parle pas beaucoup, on regarde les vagues s'écraser sur les brise-lames. Une fois, un couple de touristes nous a dévisagés. Un regard qui a duré une seconde de trop. J'ai resserré ma prise sur sa main et elle a posé sa tête contre mon épaule. Un instant, un geste simple qui a fait taire le monde entier. Il y a des jours plus sombres. Des après-midi où je la trouve assise près de la fenêtre, le regard perdu sur les toits d'ardoise. Elle ne dit rien, mais je vois ses doigts qui tordent un fil de son pull. Je ne pose pas de questions. Je prépare 2 tasses de thé, je pose la sienne à côté d'elle, et je m'assois par terre, le dos contre le mur, et je commence à poncer un petit morceau de bois. Le crissement régulier du papier de verre est ma seule réponse. Je suis juste là. L'autre jour, en appliquant de la cire sur une commode, j'ai vu mon reflet dans le bois lustré. J'ai pensé à Hélène, à ce qu'elle avait dit,
que je vivais comme un vieil homme. J'ai passé une main sur mon visage, sentant la barbe de 3 jours. J'ai remarqué que les coins de mes lèvres étaient légèrement relevés. Ce n'était pas un grand sourire, juste une absence de poids. Le silence dans ma vie était toujours là. Mais maintenant, il était habité. Je ne l'attendais plus, je le partageais. Samedi dernier, on a fait un peu de rangement dans le salon. D'une vieille boîte à chaussures, elle a sorti les 2 oiseaux en bois. Celui, maladroit, que j'avais sculpté à 9 ans, et l'autre, en merisier, que je lui avais donné au café. Elle les a tenus dans la paume de sa main, l'un à côté de l'autre. Elle s'est approchée de la petite bibliothèque que j'avais fabriquée pour ses livres, et elle les a posés tout en haut, ensemble, leur tête tournée vers la fenêtre qui donne sur la mer. Le soir, on lit souvent sur le vieux canapé qui a pris la forme de nos corps. Son dos est calé contre moi, ses pieds repliés sous une couverture. Je ne lis pas toujours. Parfois, je ferme mon livre et je respire l'odeur de papier ancien qui émane du sien, mêlée à celle de ses cheveux. Ma main repose sur son bras, mon pouce caressant distraitement le tissu de son pull. Je sens le rythme calme de sa respiration. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire ou à faire. Je ne pense plus à la promesse. Je ne me demande plus « et maintenant ?» La question a trouvé sa réponse dans le bruit de la cafetière le matin, dans le poids de sa main dans la mienne sur les remparts, dans le silence confortable de nos soirées. Ce soir, je la regarde s'endormir, le livre tombé sur sa poitrine. Dehors, la corne de brume du phare résonne dans le port. Je sais que demain je me réveillerai et qu'elle sera là. C'est une certitude aussi simple et solide que le bois que je travaille.